Alors nous sommes accompagnés par le soleil, parce que c'est quand même tout sympa de faire une rentrée. Alors aucun élève n'ose rentrer encore. À vos cartables, vos cahiers, vos crayons, et oui, c'est la rentrée. Bienvenue pour un nouveau numéro de 76 Le Mag, le magazine tout en images de la Seine-Maritime. Ce mois-ci, nous sommes rendus au collège Jean de la Varande à Mont-Saint-Aignan pour prendre le pouls de cette rentrée scolaire des collégiens. Et pour en parler, nous aurons deux invités. Chantal Cotreau, vice-présidente en charge des collèges et de la réussite éducative, et Bertrand Bélanger, président du département de la Seine-Maritime. Vous l'aurez compris, on parlera beaucoup éducation, mais pas que. Je vous propose tout de suite de découvrir le sommaire de votre magazine. Au sommaire ce mois-ci patrimoine, nous partirons à Heurteville pour découvrir ce que renferme comme secret la chapelle du Bout du Vent. Carnet d'expo nous emmènera à l'abbaye de Saint-Georges de Beaucherville, découvrir la magnifique exposition Les Girouettes au gré du vent de Seine. En action, direction la Valleuse d'Antifer, nous avons suivi la transhumance d'Anne Normand pour un but écologique. Reportage, l'invité d'honneur de collection d'art cette année et le musée national des châteaux de Malmaison. Visite guidée avec la conservatrice en chef du patrimoine. Et enfin, 76 secondes en bref, visite de la ministre de la Culture à la médiathèque départementale, inauguration d'un nouveau chemin sécurisé sur le littoral. Nous balayerons toute l'actualité du département. La cloche vient de sonner, comme vous voyez, regardez là, les élèves donc, du collège de Jean de la Varande à Mont-Saint-Aignan, eh bien ils rentrent, ils vont aller dans la cour pour avoir leur appel et leur affectation de classe. L'aventure reprend pour les 52 000 élèves des 109 collèges publics de Seine-Maritime. Franchir ces grilles, pour beaucoup, c'est découvrir un environnement dédié à l'enrichissement des connaissances, mais aussi à l'épanouissement personnel et collectif. C'est la rentrée aussi pour la rédaction. On retrouve tout de suite l'actualité du département en 76 secondes. Le 29 août dernier, un nouveau tronçon du GR21 a été inauguré. Ce nouveau chemin sécurisé d'environ 3,5 km se trouve entre deux brèches naturelles, la Valleuse du Curé et d'Étigues, sur les traces de l'ancien sentier des douaniers. Avant, on pouvait passer, mais sauf que là, les escaliers que vous voyez derrière moi ou devant moi, en fait, c'était une longue glissade. Voilà, on descendait sur les fesses ou on montait tout en glissant. Donc là, ça a changé. Et puis après, on ne passe plus au bord de la falaise. On passe dans les prés. On a mis des portillons qui permettent d'aller circuler, marcher avec les vaches et qui nous permettent de faire passer les gens en toute sécurité à une quinzaine de mètres du bord du rivage. Le 31 août dernier a eu lieu la traditionnelle conférence de presse de présentation du programme Terre de Parole qui fera cette année la part belle à Jacques Prévert. Notre vie, c'est maintenant, embrassez-moi, embrassez-vous, soyons heureux, c'est tiré de Jacques Prévert, c'est tiré de Parole, et Parole avec Terre de Parole, ça nous dit quelque chose. En tout cas, dans ce contexte très difficile du quotidien de chacun de nos concitoyens, Terre de Parole sera là pour leur amener la joie, la lecture, le bonheur, rencontrer des auteurs, des grandes veillées. Le festival Terre de Parole se déroulera du 30 septembre au 8 octobre. Toutes les informations sont sur le site internet terredeparole.com. Dans le cadre d'un déplacement cantonal à Montivilliers, le président du département de la Seine-Maritime, Bertrand Bélanger, s'est rendu à la Maison des Solidarités pour rencontrer le personnel et aussi mettre en avant l'épicerie sociale. La précarité alimentaire, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Donc, diminuer la précarité alimentaire, c'est aussi là un travail de proximité. Et je suis très heureux ici à Montivilliers de porter l'information qu'une aide, voilà, nous allons renouveler un soutien à hauteur de 10 000 € pour l'épicerie solidaire pour l'année 2023. Le vendredi 1er septembre, la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, s'est rendue à la médiathèque départementale de la Seine-Maritime. Une visite pour mettre l'accent sur l'importance de la lecture publique. C'est une priorité absolue du ministère de la Culture. Éric Orsena avait été missionné pour faire un rapport sur les bibliothèques. On en a déployé un plan en deux axes, ouvrir plus, c'est-à-dire étendre les horaires d'ouverture, ouvrir le dimanche, accompagner les collectivités qui veulent ouvrir plus pour accueillir plus de public et ouvrir mieux. Et là, on en a un magnifique exemple, c'est-à-dire des activités, des animations, des ateliers, un piano qui incite à l'imagination, à la découverte,
comme le piano oriental de Zena Abirachet qui est derrière nous. Voilà quelques exemples particulièrement inspirants et j'espère que ça peut aussi donner envie à d'autres médiathèques en France de suivre ce modèle, d'en faire des lieux de vie. Et bien voilà le moment tant attendu, l'appel. Chaque collégien, chaque nouveau collégien va entendre son nom et rejoindre la classe avec laquelle il passera toute cette année scolaire qui sera riche d'enseignements ici au collège Jean de la Varande à Mont-Saint-Aignan. Et bien ce sont 5 classes de 6e qui font leur rentrée. Avant d'aller rejoindre notre invitée Chantal Cotreau, vice-présidente en charge des collèges et de la réussite éducative, je vous propose de découvrir un magnifique reportage sur l'éco-pâturage dans la Valleuse d'Antifer, où là-bas, ce sont bien des ânes normands qui pâturent les prairies. La Valleuse d'Antifer est classée espace naturel sensible du département depuis 2004. Son caractère de valleuse sauvage livre des paysages remarquables aux randonneurs et vacanciers qui souhaitent notamment accéder à la plage du Tilleul. Afin de préserver leur état et leur biodiversité, les animaux pâturent les prairies de la Valleuse. Chaque été, une transhumance des ânes normands est organisée par le département et le conservatoire du littoral, avec la participation d'un public avisé. Ici, donc, il y en a 12. On va les attirer pour les enfermer dans une petite prise là-bas. Ensuite, je vais passer cet appareil-là sur eux, c'est un lecteur de puces. Donc je vous donnerai le licol, enfin, on mettra le licol correspondant. Et après, on ira jusqu'en haut de la Valleuse, quasiment, enfin pas au bord de falaise, mais assez proche quand même, pour les mettre dans la parcelle où ils doivent être. Ça marche à chaque fois, ça? Ah oui, quasiment. Ça, c'est la corruption, ça. 4, 6, 10, 12, c'est parfait. Allez! Les animaux sont rustiques, donc en fait ils sont vraiment autonomes, il n'y a quasiment pas à s'en occuper. Il y a les soins légaux, normal à faire, et de l'eau, un peu de foin l'hiver, mais sinon ils sont totalement autonomes. Ah, c'est super intéressant, hein. Tout le monde n'est pas sensibilisé justement à ce genre de techniques et de pratiques qui peuvent exister en fait, et on pense tout de suite tracteur débroussailleuse alors qu'en fait il existe d'autres solutions. Voilà, ils vont aller dans cette parcelle-là, mais par contre on va quand même monter un peu plus loin parce que cette semaine j'ai fait un agrandissement de parc. Ils vont pouvoir aller pâturer auprès des falaises. Il ne faut pas non plus que les animaux domestiques viennent tout tondre. Il faut garder ce que j'appelle un patchwork naturel. Donc là-bas vous avez la forêt, ici vous avez le vallon ouvert, mais dans le vallon ouvert vous avez une partie qui est en libre évolution. Ici donc on veut de la prairie, donc on va mettre des animaux, mais on ne va pas en mettre partout. Et pas non plus un nombre important pour garder justement aussi cet aspect sauvage du site. Allez Valleuse. Alors il y a des fois les ânes, il faut leur montrer le chemin. C'est pour ça qu'ils ont un peu peur, ils appréhendent. Donc c'est pour ça de temps en temps ils se bloquent et il faut un peu les motiver. Ou alors on va changer, peut-être qu'elle va suivre. Allez, 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 allez.
Allez ma belle. Merci beaucoup. Tu peux y aller? Allez, on va prendre ta liberté. On se retrouve et là on a changé de collège puisqu'on est monté ou descendu, ça dépend dans quel sens vous le prenez, on est descendu au Havre. Nous sommes donc au collège provisoire Les Acacias puisque le collège Les Acacias est en restructuration, des travaux importants de restructuration. Bien sûr le département y participe, on aura l'occasion d'ailleurs d'en parler avec Bertrand Bélanger, le président du département de la Seine-Maritime. Mais pour l'instant nous sommes avec Chantal Cotreau, vice-présidente en charge des collèges et la réussite éducative. Déjà une petite question, parce que celle-là, elle me taraude depuis pas mal de temps. La réussite éducative, qu'est-ce que l'on entend par ça? La réussite éducative, c'est pour moi l'égalité des chances, tout simplement. Donner les moyens à tout le monde de pouvoir réussir. Ce qui a été fait par le plan tablette, on en parle tout à l'heure, mais c'est des moments importants dans la vie d'un collégien parce qu'on n'est pas tous pareils. On est dans des quartiers différents. Mais peu importe l'endroit, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain, on a le droit aussi, chacun a sa chance. Et l'école de la République doit nous la donner, et le collège de la République doit nous le donner. Voilà. Vous avez participé à la rentrée à Mont-Saint-Aignan, au collège Jean de la Varande. Et puis ici, donc au collège Les Acacias, quel sentiment vous avez pour cette rentrée scolaire? Le sentiment, déjà, j'avais le privilège d'accompagner le président du département qui vraiment immobilise beaucoup d'argent pour justement la qualité pédagogique et puis la qualité des structures pour les enfants. Moi, je suis très heureuse de travailler à ses côtés. Le collège, ce nouveau collège, alors évidemment provisoire, mais qui a servi à Romain Rolland, c'était important de pouvoir le conserver pour attaquer rapidement le travail du collège des Acacias. Sinon, si on n'avait pas rapproché le temps, il fallait le démonter pour le remettre après. Parce qu'on ne pouvait pas travailler sur le collège des Acacias, il y avait du désavantage. On ne peut pas travailler non plus dans des endroits où il y a peu de place pour mettre les élèves, et puis surtout avec le bruit et puis les problèmes évidemment d'amiante. Donc ça s'est préparé en amont, parce qu'il a fallu aussi convaincre... Alors l'équipe pédagogique, il n'y a en général pas de problème, parce que le principal a fait tout son travail. Mais c'était de rassurer les parents notamment. Rassurer les parents, parce que évidemment c'est une entrée en 6e, c'est un nouveau collège, c'était à 2 km de l'ancien, donc on a pris les frais de transport, on a pris aussi, la restauration est assurée, et puis on leur a fait visiter aussi le collège, et on leur a montré ce qui s'était passé avant, et puis là ce matin ils étaient là, ils étaient heureux, les enfants sont contents. Pour la plupart, qui ne connaissaient pas le collège évidemment, mais surtout les enseignants nous ont dit que les salles étaient plus grandes, il y avait plus de place, qu'ils étaient très contents de venir ici, donc je pense que ça va se transmettre. Pour la deuxième rentrée scolaire, le département va mettre à disposition, des tablettes, 13 500 pour cette rentrée. Comme on vient de l'indiquer, c'est la deuxième rentrée, donc vous avez déjà un retour d'expérience sur cette première année? Oui, bien sûr, on a fait des réunions avec les principaux, les fédérations de parents d'élèves, parce que c'est important. Très peu de remarques, évidemment, très peu de remarques, même sur la plage horaire, puisque vous savez que les tablettes ils sont utilisées à l'école, mais aussi à la maison. Donc on avait des créneaux horaires de 7h à 21h le soir. Évidemment, avec un contrôle parental, ils pouvaient diminuer, pas augmenter, mais ils pouvaient diminuer le temps horaire. En fait, ils n'ont pas demandé beaucoup de modifications. Donc c'est très bien. Ils sont plutôt contents. On se rend compte, nous, avec les calculs qui ont été faits, on a des données quand même très précises, que les élèves ne sont pas que sur la tablette, parce que c'était aussi le danger, les parents avaient peur de cela. Ils l'utilisent vraiment en classe. En moyenne, ils l'utilisent à peu près 1 heure ou 2 en classe par semaine. Ils commencent aussi, et ils l'utilisent chez eux, pratiquement 1 heure par semaine en moyenne pour faire les devoirs. L'important, c'est de faire les devoirs et de faire des recherches sur Internet. Merci pour ce retour précis qui va rassurer, je pense, les parents, là, les 6e et même les futurs collégiens qui vont avoir ces tablettes. Dernière question, dernier dossier qui va mobiliser le département très bientôt, c'est la lutte contre la précarité menstruelle. Est-ce qu'on peut en savoir quelques mots? Parce que ça va commencer vers fin octobre, début novembre. Alors, c'était un de mes sujets quand je suis rentrée
quand j'ai pris ce poste, parce qu'avant j'étais au sport et donc on m'a donné la compétence collège et réussite éducative. La réussite éducative, ça passe par l'égalité des chances et surtout d'être présent pendant les cours. Et je me suis rendu compte, parce que je suis quelqu'un de terrain, puisque je suis maire d'un petit village, et donc le contact pour moi c'est très important. Voilà, il y a les dossiers, mais il y a le contact. Et en allant voir les principaux, en parlant avec les enfants, je me suis rendu compte qu'il y avait des enfants, des jeunes filles, qui ne pouvaient pas aller à l'école, enfin au collège, parce que pendant leur période difficile tous les mois, eh bien, elles n'avaient pas de quoi se changer. Donc elles restaient à la maison, elles manquaient l'école. Donc évidemment une discrimination. Voilà, première chose, discrimination, et puis double discrimination parce qu'évidemment, elles ne se sentent pas bien dans leur peau. Voilà. Donc c'était un sujet important. J'ai voulu vraiment que ce soit fait en toute discrétion parce que je voulais que les jeunes filles ne soient pas montrées du doigt, hein, parce que c'est pas le but. C'était de trouver des solutions, mais d'une façon discrète. Et puis surtout qu'on va les mettre auprès de l'infirmerie. Et puis dans la vie scolaire, que je ne voulais pas que ce soit dans les toilettes parce que j'avais peur qu'il y ait du gaspillage, ce qui n'est pas du tout ce qu'on veut faire. C'est pas un jeu, c'est vraiment important pour leur vie pendant 4 ans qu'elles seront au collège. Donc on va tester sur 20 collèges. Là, d'ici peu, et puis on va généraliser dès la rentrée. Ça, c'est important. Mais en plus, ce que je voulais aussi, c'est qu'il y ait une formation, que l'infirmière, pendant la visite médicale, explique à l'ensemble des élèves comment fonctionne leur corps. Parce qu'on a beau avoir des réseaux sociaux, la télévision, qui est certainement beaucoup plus à même de parler de ces sujets-là qu'à mon époque, mais on voit bien que c'est encore des sujets tabous. Donc il faut vraiment expliquer aux jeunes filles comment ça va se passer, qu'elles ne paniquent pas, et puis qu'elles osent demander, mais que ça se fasse tranquillement, sans repère particulier. Merci beaucoup Chantal Cottereau de nous avoir accordé ces petits moments dans cette cour d'un collège. Sûrement que ça vous rappelle quelques souvenirs. En tout cas, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on ouvre aussi en cette rentrée notre carnet d'expo. On fait un peu le tour des expositions proposées par le département. Et puis là, on va prendre la direction de l'abbaye de Saint-Georges de Beaucherville pour découvrir une magnifique exposition, les girouettes au gré du vent de Seine. Cette collection de girouettes contemporaines est née en 1974. C'est-à-dire que pour bien raconter l'histoire, j'avais acheté une vieille maison dans un petit village à côté de Saumur. Et quand j'ai ouvert mes volets, en face de la maison d'en face, il y avait un grand coq d'église qui était sur le toit. Je me suis demandé pourquoi, bien sûr. Et alors que j'ai photographié le coq, moi j'ai su après pourquoi. C'est parce que, imaginez-vous, quand on voulait démolir l'église, les gens du Vieux-Bourg, ils ont volé le coq pour pas qu'il aille sur la nouvelle. Et puis ils l'ont mis sur les toits du Vieux-Bourg afin qu'il continue à vigiler dessus. Voilà. Donc, alors j'ai photographié une girouette, 2 girouettes, 3 girouettes. Pour finir, j'en ai photographié comme ça à peu près 450 le long de la Loire. Et j'ai écrit un livre qui s'appelait « Aux 4 vents de la vallée ». J'ai 91 girouettes. Ce ne sont que des œuvres originales faites par les plus grands sculpteurs contemporains. Ici, il doit y en avoir 52. Alors d'habitude, la collection est groupée. Je me souviens avoir à la citadelle de Sisteron, bon, évidemment, dans la citadelle, c'est du rocher, hein. On ne pouvait pas creuser. Donc on avait groupé toute la collection sur les portants. Mais ici, Madame Sucré a tenu à ce que la collection soit éclatée de façon à ce que les gens puissent aller et venir pour pouvoir les découvrir avec le jardin, bien sûr. Oui, le petit cycliste, c'était intéressant puisque la collection a été exposée dans le grand centre contemporain danois du Louisiana à Copenhague. Et à cette époque-là, c'était le centenaire du Tour de France. Donc j'ai intitulé ma girouette Tour de France. Et ben, je peux vous dire qu'elle est sortie dans tous les journaux pendant 8 jours. La deuxième, c'est celle avec les voiles. C'est un Italien qui s'appelait Franco Costa, qui était le neveu de Lucio Costa, qui a fait Brasilia avec Niemeyer. Il a vécu d'ailleurs une dizaine d'années avec son oncle. Il a même vécu 1 an avec Che Guevara. La petite dame avec son parapluie. Alors ça, c'est un sculpteur qui habite à Orléans.
et qui m'a fait ça quand on se souvient plus de la grande tempête qu'il y a eu en 99. Cette grande tempête qui a enlevé les arbres jusque dans les forêts, jusque même en République tchèque, partout. Et donc il m'a fait ça en souvenir de cette tempête, il m'a créé cette girouette-là. Quand j'expose, il y a toujours un sculpteur qui vient qui dit « j'aimerais bien exposer avec… » Parce qu'évidemment, pour un sculpteur contemporain aujourd'hui, qui se dit je suis avec Robert Couturier, Pagès, Beson, Blardera, Riquette et Anna, etc. C'est une valorisation extraordinaire. D'autant plus que ma collection a été exposée quand même au musée Matisse ou Cateau-Cambrésis, mais aussi à Louisiana, à Copenhague. Parce qu'une fois qu'on est à Louisiana, à Copenhague, normalement, il faut aller à Guggenheim à New York. Mais vous voyez, pour moi, mon Guggenheim, bah, c'est l'abbaye ici, l'abbaye de Bocherville. Voilà. On se retrouve toujours ici dans la cour du collège provisoire Les Acacias, toujours sous le soleil. La rentrée s'est bien passée, tous les élèves sont en classe. Avant d'aller rejoindre notre deuxième invité, Bertrand Bélanger, président du département de la Seine-Maritime, à l'hôtel du département, je vous propose de découvrir une chapelle pas comme les autres, à Heurteville. Elle n'est pas comme les autres de par son nom, la chapelle du Bout du Vent. Pour traverser la Seine, c'est simple aujourd'hui, il suffit de prendre le bac. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. C'était même autrefois toute une expédition. Les embarcations étant beaucoup plus légères, elles étaient à la merci des courants et du brouillard, et les écueils étaient nombreux. Pour les habitants du hameau d'Heurteville qui devaient se rendre régulièrement à Jumièges, cette traversée de la Seine présentait donc beaucoup de risques. Mais d'ailleurs, pourquoi Jumièges? Nous allons retrouver Marie-Pierre Mirand qui va nous raconter la suite de l'histoire. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Ariane. Alors vous êtes conseillère municipale à Heurteville et vous connaissez très bien l'histoire de votre commune. Donc dites-nous, qu'allaient donc faire les habitants d'Heurteville si souvent à Jumièges? Heurteville fut donnée par Richard II, duc de Normandie, à Jumièges, à l'abbaye de Jumièges. Et donc les habitants d'Heurteville se retrouvaient sans église, puisqu'ils étaient donc obligés de se rendre à l'abbaye de Jumièges pour assister aux nombreux offices et fêtes religieuses. Ils devaient traverser à peu près 80 fois la Seine au péril de leur vie. Après de nombreuses noyades, les habitants ont réclamé une chapelle sur leur territoire et elle fut donc érigée en 1730. Donc c'était une chapelle qui a été construite avec du réemploi. Exactement. Alors on pense que la charpente vient de la chapelle du Thor, ainsi que l'ornement et le statuaire. La charpente a une forme de coque renversée, coque de bateau renversée, ce qui fait tout son charme. Les autres éléments remarquables de la chapelle, c'est la statue de Sainte Ostroberte, qui est du 15e, et l'ex-voto qui est au-dessus de nous, qui est un bateau 3-mâts en bois sculpté. Alors l'ex-voto, c'est un bateau qui a certainement été offert par une famille de marins pour remercier d'un péril qui n'a pas eu lieu ou de la réalisation d'un vœu. Et il paraît qu'on mariait aussi les jeunes gens en secret dans cette chapelle. Et oui, les mariés, les jeunes gens se mariaient sans l'accord de leurs parents. En fait, ils sollicitaient seulement le vicaire afin de se marier. Et cette chapelle porte un nom bien curieux. On l'appelle la chapelle du Bout du Vent. Oui, en effet. Pourquoi alors? Parce que à cet endroit précis de la Seine, les vents deviennent tourbillonnants et il était très compliqué en fait de manœuvrer les bateaux grâce à la voile. Donc à partir d'ici, les bateaux étaient tirés par des animaux par le long du chemin de halage. À l'évidence, il n'y a plus aujourd'hui beaucoup de péniches à tirer.
Mais ces chemins de halage offrent d'autres plaisirs, comme celui de s'y promener par exemple. Voilà donc une belle idée de balade pour les amateurs de randonnée après cette visite étonnante de la chapelle du Bout du Vent. On est passé donc de Mont-Saint-Aignan au Havre et on retourne ici donc à Rouen, à l'hôtel du département. On est à quelques mètres du bureau du président de la Seine-Maritime, Bertrand Bélanger. Bertrand Bélanger, bonjour. Bonjour. Vous avez fait, on peut dire, comme chaque année, vous participez un peu en immersion à cette rentrée scolaire. Vous avez été au collège Jean de la Varande à Mont-Saint-Aignan et puis le collège provisoire Les Acacias. D'abord, un premier sentiment sur cette rentrée scolaire. Est-ce qu'elle s'est bien passée ? Oui, vous savez, c'est toujours un moment extrêmement émouvant pour le président de département parce qu'on voit là la concrétisation du travail que l'on réalise, au moment où on accueille les nouveaux collégiens. Et puis c'est un moment émouvant aussi. Hier, c'était la rentrée des 6e, hier matin à 8h. Émouvant pour les parents, voilà, qui, à un moment donné, voir leurs enfants grandir, rentrer en 6e. Et la rentrée en 6e, c'est un grand moment. Et ça a été pour le président du département, pour Chantal Cotreau qui m'accompagnait, vice-présidente du département, l'occasion de saluer les professeurs, de saluer les agents du département, les parents, et puis de souhaiter une très belle année aux enfants. C'est un moment important pour vous, hein. C'est un moment important parce que c'est aussi la concrétisation des efforts du département et vous savez combien le département de la Seine-Maritime est attaché à donner à nos enfants de bonnes conditions d'enseignement, parfois même de façon très innovante et c'est pour nous l'occasion là, lors de cette rentrée 2023, d'entamer la deuxième distribution des tablettes et vous savez que nous sommes le premier département de France à généraliser ces tablettes, pas un gadget évidemment, mais un outil pédagogique, en tous les cas extrêmement apprécié, j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte encore hier, par les élèves de 6e qui vont se voir dotés de cette tablette. Le département accompagne bien ses collégiens. Alors d'une manière que vous venez d'indiquer, Chantal Cotreau, on a fait un point très précis sur cette deuxième rentrée de distribution de ces tablettes. Vous les accompagnez aussi avec des réhabilitations, des rénovations importantes des locaux scolaires. Ça fait partie du plan qui avait été voté en 2016 par le département, un plan conséquent qui s'appelle le plan Ambition des collèges pour 356 millions d'euros. Est-ce que ce plan a tenu toutes ses promesses ? Non seulement il a tenu ses promesses, mais en plus, on ne change pas une équipe qui gagne en quelque sorte. On réitère. Ça veut dire qu'on lance là le plan Ambition Collège numéro 2 sur la période 2024-2030, sur la même volumétrie d'ailleurs, ce qui portera en fait l'effort du département de la Seine-Maritime à hauteur de 750 millions d'euros consacrés à quelque sorte à nos 109 collèges du département de la Seine-Maritime. Je vous livre un chiffre parce qu'il est important de l'avoir présent à l'esprit. 1 million de mètres carrés de locaux d'enseignement dans nos collèges de la Seine-Maritime. Donc c'est les entretenir bien évidemment, mais aussi parfois les reconstruire afin que, en toutes circonstances, ils puissent accueillir nos collégiens dans les meilleures conditions. Quand je parle des collégiens, évidemment, je parle aussi des professeurs, des agents, de pouvoir offrir des conditions d'enseignement optimum, mais aussi des conditions de travail à nos agents, et en particulier, je pense aux demi-pensions, parce qu'on reconstruit aussi des demi-pensions pour la restauration collective. C'est une prouesse aussi technique, on voit, vous parlez donc de reconstruction de collèges, c'est notamment à Goderville, c'est le cas. Comme aussi on l'a constaté, le collège provisoire, il porte bien sûr son nom, Les Acacias. On arrive à ne pas bien sûr couper, on va dire, le cursus scolaire en proposant ces solutions-là, qui sont des collèges, on va dire, sortis de terre en quelques semaines. Bien sûr, et le collège des Acacias, on a une belle démonstration. Donc là, on est sur l'ensemble du collège qui se déporte, en quelque sorte, dans un collège provisoire, qui trouve des conditions, on l'a fait pour Romain Roland, on le fait là pour les Acacias, des conditions d'enseignement optimum, enfin je le dis. Tout ça n'est réalisable que si et seulement si on travaille en anticipant, on associe l'ensemble de la communauté éducative au projet de collège temporaire, en quelque sorte. Et la démonstration hier aux Acacias, c'est un principal de l'établissement qui est partie prenante, qui porte le projet aussi avec beaucoup d'enthousiasme et de détermination, des parents d'élèves qui sont sollicités, leur avis est sollicité, ils sont à nos côtés pour réussir ce projet, les professeurs bien évidemment,
nos agents du département, et puis la direction des collèges qui fait en sorte de trouver des solutions innovantes pour qu'il n'y ait pas de rupture dans la qualité de l'enseignement. La rentrée scolaire, c'est aussi la rentrée culturelle, et ça, vous y tenez aussi beaucoup, vous adorez le patrimoine, la culture en général. Et le département et la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime sont associés pour apporter le soutien à ces métiers de l'artisanat. C'est ce fameux salon Collection d'art, un salon sur 3 jours, 15, 16, 17 septembre, dans cette magnifique abbatiale Saint-Ouen, donc à Rouen. C'est un moment culturel important pour le département. Pour quelles raisons ? C'est un grand moment pour le département de la Seine-Maritime et je salue l'engagement aussi à nos côtés de la Chambre des métiers, Chambre régionale, Chambre départementale des métiers qui font un travail formidable. C'est un moyen de mettre en valeur nos artisans d'art. On a un clin d'œil évidemment particulier autour des métiers d'art à destination des plus jeunes de nos concitoyens. Voilà, il y a des choses exceptionnelles qui se font ici dans le département. Saint-Ouen en est en quelque sorte la vitrine pendant 3 jours. Organiser ce lien entre nos collégiens, par exemple, d'une façon plus générale, nos habitants, et ces artisans d'art, ce sont des moments extrêmement émouvants aussi, où certains découvrent des métiers qui, pour certains, avaient disparu, etc. Pour beaucoup de nos concitoyens, c'est une raison de vivre, c'est une raison d'être. C'est un grand rendez-vous et là, en l'occurrence, le 15 septembre, nous accueillerons en fait les collections extraordinaires du château de la Malmaison et du château de Beaupréau de Rueil-Malmaison, voilà, où là, évidemment, autour de la robe de Joséphine, voilà, ce sont tous ces métiers d'art autour de la couture, autour des métiers du tissu, de la passementerie, etc. Ça va être absolument fabuleux. Voilà, donc c'est un moment de faire coïncider le patrimoine, la culture et les métiers. Et les métiers de demain, en fait. Voilà, donc ça va être un grand moment et j'invite toutes celles et tous ceux qui seront dans les parages de Rouen, en Seine-Maritime, à nous rejoindre les 15, 16 et 17 septembre prochains. Merci beaucoup Bertrand Mélanger, bien sûr il faut encore le rappeler, vous êtes président donc, du département de la Seine-Maritime. Je vous sens très en forme, vous avez fait la transition tout de suite parce que comme par magie on va se retrouver au château de Malmaison où Isabelle Tamissier-Vétois, conservatrice en chef du patrimoine, nous fait une visite exclusive des trésors que renferme ce magnifique château. Nous sommes donc dans la salle à manger telle que l'a connue Bonaparte et son épouse, légèrement modifiée en 1812, mais nous étions donc encore du temps de Joséphine. Cette pièce qui n'est pas très grande, mais qui pouvait accueillir quand même une vingtaine de convives, avec ces peintures qui sont très intéressantes ici, avec ces danseuses inspirées de Pompéi et d'Herculanum, parce que nous sommes en plein dans le goût de l'Antiquité, et les découvertes de Pompéi et d'Herculanum vers 1848 ont donné aux artistes une source d'inspiration tout à fait intéressante, et ici on retrouve cette inspiration avec ces danseuses et ces peintures comme les fresques que l'on avait pu trouver dans les villas antiques. Nous avons investi dans des ampoules spécifiques qui ont exactement l'intensité lumineuse d'une bougie. Donc ça donne l'ambiance, notamment dans les pièces de l'empereur un peu plus sombres, la salle du conseil puis la bibliothèque, parce que ça donne vraiment l'ambiance qu'on pouvait connaître à l'époque. Nous sommes dans la bibliothèque cabinet de travail de l'empereur, c'est quand même le saint des saints. Cette pièce est dans son jus d'époque avec ses peintures qui évidemment sont inspirées de la littérature avec ces médaillons de grands écrivains, Montaigne, Montesquieu, etc. Des antiques évidemment comme toujours. Et puis le bureau de l'empereur. Alors ce n'est pas le bureau de l'empereur à Malmaison parce que c'était un bureau d'époque Louis XVI qu'on n'a jamais identifié, qu'on n'a jamais pu retrouver. En revanche, celui-là, il a une histoire tout à fait importante puisque c'était celui du premier consul puis de l'empereur aux Tuileries, donc vraiment le cœur du pouvoir. Il a eu toute sa carrière. Il a conçu un peu le principe de ce bureau parce que c'est un bureau mécanique,
donc de très très grands volumes. Et en fait, l'empereur n'écrivait pas dessus. En fait, le dessus se tire en avant et il peut écrire en dessous. On fait semblant d'ouvrir le tiroir, ça s'abat. Et il y a un système très complexe, parce que ça a l'air simple comme ça, mais pas du tout. En dessous, il y a un système de cordage, de poulies, qui permet de faire glisser très délicatement le dessus du plateau, qui est très lourd. Et donc l'empereur pouvait écrire sur le tapis de soie verte qui est en dessous. Et puis, si quelqu'un rentrait dans la pièce et qu'il ne voulait pas qu'on voit ce qu'il faisait, il retirait le plateau du dessus, laissait ses papiers en vrac ou ses cartes, et refermait, et personne ne voyait plus rien. Donc c'est ce qu'on appelle un bureau mécanique, et il adorait ce bureau, et surtout c'est sur lui sur lequel il a pu signer tant de choses et tant décider d'événements entre 1802 et 1815. Dans la chambre de l'impératrice. C'est là qu'elle a rendu son dernier souffle le 29 mai 1814 dans ce lit. Donc le lit a repris sa place d'origine et effectivement c'est un lieu qui est quand même très très fort. C'est un peu le pendant de la salle du conseil de l'empereur au rez-de-chaussée parce que c'est aussi une forme de tente. Alors en tente de lainage cette fois-ci, rouge écarlate, avec des broderies d'or. N'oublions pas que malgré le divorce en 1809 avec l'empereur, eh bien, elle garde son titre d'impératrice. Alors ici, nous avons une reconstitution de l'espace de l'impératrice, mais revue par Napoléon III. En revanche, ici, nous avons un autre objet original de Malmaison et de Joséphine. C'est son nécessaire fait par Raymond, qui est un nécessaire à la fois de toilette, de couture, d'écriture, avec des petites cachettes secrètes. Et puis surtout, chaque objet en acre, en argent, en vermeil est décoré des armes, du chiffre de Joséphine. Pendant cette 7e édition de Collection d'art auront lieu aussi les Journées européennes du patrimoine et à ce titre, l'hôtel du département et la tour des archives seront exclusivement, exceptionnellement ouverts le samedi 16 et le dimanche 17 septembre. Des visites guidées seront organisées. Toutes les informations sur le site internet du département www.seine-maritime.fr. Notre émission touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec nous. On se dit au mois prochain pour une nouvelle édition de 76 Le Mail.